faut résorber la situation. Il faut revenir à l'intérieur des limites planétaires. Donc ça veut dire qu'il faut que l'entreprise ait une action positive finalement sur au moins un certain nombre de limites planétaires. Donc c'est bien plus ambitieux évidemment que la réglementation actuelle qui ne permet même pas d'éviter la dégradation de la situation. Audrey, la parole est à toi. Eh ben, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'être si nombreux. Alors l'objectif là de la petite demi-heure où je vais prendre la parole, tout d'abord, c'est vraiment de donner un aperçu déjà de pourquoi je m'intéresse à ce sujet des limites planétaires, et puis de faire une petite introduction au cours. Donc ça n'a pas du tout vocation à être exhaustif, mais à voilà vous permettre de sentir ce qu'on peut trouver dans ce cours et tous les sujets qu'on va aborder. Alors je vais vous partager. Et ensuite, bien sûr, on aura tout le loisir d'échanger ensemble et pour moi de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je vais vous partager déjà mon écran. Hop. Voilà. Bon, j'espère que ça s'affiche bien sur votre écran. Alors du coup, moi, je suis journaliste scientifique et pendant longtemps, j'ai habité ce petit village. Donc je voyais arriver la vague du climat, bien sûr, et j'étais un peu inquiète parce que j'ai deux filles qui ont aujourd'hui 12 et 15 ans. Et évidemment, se projeter dans l'avenir avec la question du changement climatique, évidemment, c'était quelque chose qui me touchait, qui m'inquiétait. Mais néanmoins, je me disais, bon, au final, le changement climatique, c'est quoi? C'est un problème technique, puisqu'il faut décarboner notre énergie. Et donc ça, c'est dans la main des ingénieurs. Ayant moi-même une formation d'ingénieur, étant plutôt voilà, scientifique, c'est vrai que voilà, j'avais cette confiance finalement dans le fait qu'on allait probablement réussir à trouver une solution. Je voyais arriver la vague de la biodiversité, mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment pris conscience de l'ampleur du problème, même si en tant que journaliste, bien sûr, j'étais exposée aux différentes publications, aux alertes des scientifiques, etc. Mais comme quoi, ça ne suffit pas forcément d'être exposé aux chiffres pour avoir vraiment une prise de conscience. Et ce qui a déclenché chez moi vraiment un électrochoc, c'est la lecture d'un rapport scientifique. C'est un ouvrage qui s'appelle Les limites à la croissance. On le connaît aussi sous le nom de rapport Meadows ou rapport du Club de Rome, qui a été écrit en 1972 par une équipe de scientifiques du laboratoire MIT, du célèbre laboratoire américain. Et en fait, cette étude, elle montre que si nous poursuivons la croissance, eh bien, nous allons inéluctablement dépasser les limites planétaires. Et pourquoi ça m'a déclenché un électrochoc? Parce que si nous n'avons pas qu'un problème de climat, et si par notre mode de vie, finalement, nous sommes amenés à dépasser l'ensemble des limites planétaires, à dérégler notre système Terre, eh bien, ça veut dire qu'une solution technologique n'est pas suffisante. C'est-à-dire que c'est vraiment notre mode de vie en lui-même. C'est-à-dire que si on parle que du climat, on peut se dire, on règle ça par la technique et notre mode de vie peut rester finalement identique. Alors que là, si on voit qu'on est en train de dépasser les limites planétaires, ça veut dire qu'il faut remettre en cause complètement notre mode de vie. Et bien sûr, pour moi, ça a été une prise de conscience majeure et vraiment ma première vraiment compréhension finalement des enjeux écologiques. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment souhaité en savoir plus et comprendre où on en était 50 ans après le rapport Meadows en termes de dépassement des limites écologiques et bien sûr comprendre aussi quels étaient les leviers d'action. Alors pour ça, j'ai mené donc le projet Dernière Limite, qui d'abord était un podcast puis est devenu un livre. Et ce projet, c'était de faire le tour en fait d'interroger les meilleurs experts dans leur domaine sur les différentes limites planétaires. Alors vous reconnaissez certainement parmi ces experts et ces personnalités certaines que vous connaissez, comme bien sûr pour le climat Valérie Masson-Delmotte, Philippe Bioïc sur la question des métaux, Marc Dufumier qui est agronome et qui s'intéresse notamment à l'agroécologie, Florence Abetz qui est hydrogéologue. Bref, voilà, un tour vraiment des meilleurs experts sur ces questions pour comprendre où nous en sommes et quels sont les leviers d'action. Et le premier que j'ai voulu interroger lors de cette enquête, eh bien, c'est bien sûr Denis Meadows. Denis Meadows qui était à la tête de l'équipe du MIT qui a mené cette enquête publiée, c'est ce rapport scientifique mené en 1972. Alors, vous le voyez ici, il est à droite sur la photo avec sa chemise blanche et à côté de lui se trouve Donella Meadows,
qui est en réalité la principale autrice du rapport. Donc c'est une équipe de 16 scientifiques, une équipe internationale qui a travaillé sur cette question et donc qui a publié ce livre, Les limites à la croissance, qui est probablement le livre d'écologie le plus lu de toute l'histoire. On n'en a pas forcément conscience parce qu'il a été quelque peu oublié, mais c'est 10 millions d'exemplaires vendus, traduits en 36 langues. Bref, ça a été vraiment un best-seller et ça a été vraiment ça a déclenché une onde de choc à l'époque. Pourquoi? Parce que ça pose la question de la croissance et donc ça s'attaque à un tabou extrêmement important et ça pose vraiment la question des dégradations écologiques dues à la croissance. Alors, ce que dit finalement ce rapport, enfin, les travaux qui ont été menés par cette équipe, l'objectif, c'est modéliser l'ensemble des activités humaines sur la planète pour voir comment ça influe sur finalement les équilibres du système Terre et est-ce que la croissance, la poursuite de la croissance est possible. Donc, ils ont, dans leur modélisation, produit 12 scénarios différents et sur ces 12 scénarios, eh bien, 11 d'entre eux montrent ce qu'on pourrait appeler un effondrement. Un effondrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà un effondrement de la population humaine. Alors ça, c'est, vous voyez, ce qui s'affiche ici en bleu, ça c'est la courbe de la population humaine. Donc dans 11 de ces scénarios, on observe eh bien, une chute importante de la population humaine qui s'accompagne d'un recul aussi de la production agricole, de la production industrielle, etc. Alors qu'est-ce qui produit finalement cet effondrement dans 11 de ces scénarios? Eh bien, c'est soit un manque de ressources non renouvelables. Les ressources non renouvelables, ça peut être les énergies fossiles, ça peut être les métaux, par exemple, ou aussi les sols agricoles hein, quand ils sont épuisés, émettent des centaines d'années à se renouveler. Donc ça, c'est un premier facteur, l'épuisement des ressources non renouvelables, mais ça peut être aussi la pollution. Alors, dans le rapport Meadows, la question de la pollution, en fait, agrège plusieurs facteurs, bien sûr la pollution chimique, mais aussi le CO2. En fait, le CO2 est un déchet de la combustion des énergies fossiles et donc considéré par les chercheurs comme faisant partie de ce facteur pollution. Et donc, si ça se trouve, là, ces scénarios-là, ce sont les scénarios du changement climatique. Et un seul scénario parvenait à maintenir finalement une stabilité de la population humaine avec une prospérité durable. Et ça, c'est un scénario dans lequel on arrêtait la croissance de la population, mais aussi de la production agricole et industrielle en 1972. Et donc, bien sûr, ce n'est pas du tout ce que l'on a fait et on a poursuivi la croissance. Depuis 1972, le PIB a été multiplié par 5. Et donc, le résultat, eh bien, c'est comme finalement l'avait prédit le rapport Meadows, un dépassement des limites planétaires. Aujourd'hui, 6 de ces limites planétaires sont dépassées et bientôt 7. Alors, déjà, peut-être posons ce que sont les limites planétaires. Donc, c'est un groupe de chercheurs du Stockholm Resilience Center, donc un centre de recherche suédois, qui, en 2009, s'est posé la question de quels sont les équilibres naturels qui sont absolument indispensables à notre survie sur Terre. Donc, ils en ont identifié 9. Certains, vous les connaissez. Bien sûr, le climat, bien sûr, la biodiversité, mais on trouve aussi le cycle de l'eau, la pollution chimique, etc. On va faire un petit tour d'horizon juste après. Et donc, ensuite, pour ces 9 équilibres naturels, ils ont cherché à déterminer le seuil qui reste vivable finalement pour l'humanité, qui permet de préserver ce socle fondamental qui a permis le développement des sociétés humaines. Ce socle, vous le voyez ici, hein, c'est la partie verte. En fait, c'est théoriquement l'espace qu'il ne faudrait pas dépasser, les seuils qu'il ne faudrait pas dépasser pour pouvoir maintenir les conditions du système Terre hein, qui ont permis le développement des sociétés humaines. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire, en fait, ces conditions-là, elles correspondent à une période géologique qui s'appelle l'Holocène et qui a débuté il y a 11 700 ans. Pour avoir une vision un petit peu plus large, là, vous voyez ce graphique sur les 100 000 dernières années et qui montre la variation de température à la surface de la Terre. Donc, on était au départ dans une période glaciaire, donc vous voyez, les températures étaient beaucoup plus basses qu'aujourd'hui et très irrégulières. Et à partir de il y a 11 700 ans, on rentre, donc les températures remontent
et non seulement elles sont plus clémentes, mais en plus elles sont extrêmement stables. En fait, on a des conditions globales du système Terre, climat, biodiversité et beaucoup d'autres facteurs qui sont vraiment remarquablement stables depuis 12 000 ans. Et ce n'est pas un hasard si c'est à partir de ce moment-là que débute l'agriculture et que se développent les sociétés humaines. Et globalement, entre le début de l'Holocène et maintenant, on est passé de environ 4 millions d'individus sur Terre, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population de Londres, à plus de 8 milliards aujourd'hui. Donc nos sociétés, en fait, elles sont littéralement dépendantes de ces conditions, de ces conditions du système Terre. Et sortir et dépasser les limites planétaires, ça veut dire eh bien, sortir de l'Holocène, tout simplement, et donc sortir voilà, de ces conditions du système Terre qui permettent de soutenir l'humanité. Pourquoi c'est intéressant en fait d'avoir une vision systémique, c'est-à-dire de sortir finalement de ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire soit se focaliser uniquement sur la question du climat en se disant finalement c'est le sujet le plus important et je vais mettre vraiment tous les efforts sur cette question climatique, ou de traiter différents sujets séparément, en général un petit peu à la carte, c'est-à-dire oui je vais m'occuper du climat et je me rends compte que la biodiversité c'est aussi important donc je vais faire aussi des choses sur la biodiversité, mais voilà, sans avoir une vision complète. Pourquoi il est absolument nécessaire en fait de passer une vision systémique? C'est parce que chaque limite planétaire est absolument essentielle. On se doute que même si on arrive à régler la problématique du climat, en fait, la biodiversité en elle-même, et on va le voir, l'effondrement de la biodiversité est aussi grave ou même plus grave que la question climatique. Et vous voyez d'ailleurs que l'effondrement de la biodiversité, enfin le dépassement de cette limite planétaire est plus important que celle du climat. La question de la pollution chimique, qui elle aussi est bien plus dépassée que la question que le climat. En gros, on se doute bien qu'on ne va pas pouvoir vivre nombreux et en bonne santé dans un monde où tous les espaces naturels sont pollués, etc., etc. Donc en fait, chacune de ces limites planétaires est essentielle en elle-même pour la survie de l'humanité. La vision systémique permet aussi d'écarter les fausses solutions. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on s'occupe d'une seule limite planétaire, et finalement, c'est de décaler le problème. C'est-à-dire, je vais régler le climat, mais au dépend de la biodiversité. Et donc, je vais dégrader encore plus la situation sur la biodiversité. Je citerai juste un exemple pour cela. Par exemple, pour le climat, une des solutions avancées pour à la fois enfin, le trafic aérien, mais aussi aujourd'hui utilisé dans les moteurs de nos voitures, ce sont les agrocarburants. Et les agrocarburants, on peut se dire, bah, tiens, c'est très bénéfique au niveau du climat, donc c'est vraiment une solution. Et d'ailleurs, enfin, le développement des agrocarburants, c'est dans les plans aujourd'hui pour le climat. Le problème, c'est que ces agrocarburants sont faits à base de plantes, et donc c'est une augmentation de la production, alors soit un remplacement de la production agricole qui sert à l'alimentation humaine, soit un développement finalement de cette production agricole. Et donc ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que eh bien, ça oblige à déjà, la production agricole, c'est beaucoup de pesticides aujourd'hui. Donc là, on aggrave la pollution chimique. Ça consomme de grandes quantités d'eau, donc contribue à dérégler le cycle de l'eau, encore plus qu'aujourd'hui. Ça épuise les sols, ça pousse à la déforestation, etc., etc. Donc en fait, on décale le problème. On va peut-être améliorer un peu la situation sur le climat, mais on va dégrader fortement la situation sur la biodiversité, le cycle de l'eau, la pollution chimique, etc. Et donc ça, évidemment, on ne peut pas se le permettre parce que ce sont des limites planétaires qui sont déjà dépassées et donc sur lesquelles il faut absolument améliorer la situation. Et donc, en écartant les fausses solutions, eh bien, ça permet de faire apparaître les vrais leviers d'action, c'est-à-dire les leviers d'action systémiques qui vont permettre d'améliorer la situation sur un grand nombre de limites planétaires sans en dégrader d'autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre objectif, c'est d'améliorer la situation sur l'ensemble de ces 9 équilibres écologiques qui sont nécessaires à la survie de l'humanité et bien sûr du reste du vivant sur Terre. Alors, l'idée là, c'est de passer en revue rapidement les différentes limites planétaires qui sont dépassées, juste pour se donner une idée du constat. Bien sûr, dans le Grand Cours Sator, j'approfondis beaucoup ces points pour avoir une vraie connaissance du constat et puis de levier d'action sur les différentes limites planétaires. Alors, bien sûr, le changement climatique,
C'est la limite planétaire la plus connue. Vous le savez, on n'est pas du tout sur une bonne trajectoire. C'est même vraiment alarmant puisque là, une étude montre que il est plus possible, bon, publié récemment, qu'il n'est plus possible de ne pas au moins atteindre les 1,5 degrés qui seront atteints dès la décennie 2030, c'est-à-dire avec 70 ans d'avance par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Ce réchauffement climatique, il a énormément d'impacts différents. Celui qu'on oublie parfois, c'est la chute des rendements agricoles, hein, tout simplement. D'ici 2050, c'est potentiellement 30% entre 2050 et 2100, c'est potentiellement 30% des terres agricoles qui deviendraient climatiquement inadaptées. Les études montrent des baisses de rendement entre 3 et 10% par degré de réchauffement pour les principales céréales qui assurent aujourd'hui le socle de l'alimentation humaine. Et avec des risques toujours aujourd'hui, même si on est sur un scénario qui en moyenne nous mène à plus 3 degrés de réchauffement, encore une possibilité malheureusement d'atteindre éventuellement les plus 4 ou plus 5 degrés si on continue à déraper, notamment dans un contexte géopolitique aujourd'hui qui n'est pas favorable. À cela s'ajoute l'effondrement de la biodiversité. Et donc, vous l'avez vu sur le schéma tout à l'heure, eh bien, la biodiversité est en encore plus mauvais état que le climat, puisque ces dégradations, elles se sont vraiment accélérées depuis 50 ans. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse. Ça veut dire, donc là, vous connaissez probablement celle qui a mené à la disparition des dinosaures. Eh bien, aujourd'hui, l'effondrement sur Terre, de la biodiversité sur Terre, se produit 1000 fois plus rapidement que celle qui a vu disparaître les dinosaures. Donc, en fait, on est encore. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une vitesse inédite, jamais vue dans l'histoire de la planète Terre. Et une accélération vraiment sur les 50 dernières années. On a vu la disparition là, de 3/4 des animaux vertébrés sauvages. Et donc, on est face vraiment à un effondrement qui touche en particulier notamment les insectes. Alors, c'est le biologiste britannique Dave Goulson qui parle carrément de cataclysme des insectes. Pourquoi? Là, c'est 80% des populations qui ont disparu en Europe sur les 30 dernières années. Et évidemment, c'est un risque majeur pour notre agriculture. C'est les 3/4 de nos cultures qui sont pollinisées par les insectes. Et donc, pas d'insectes, ça veut dire pas de fruits, pas de légumes. Donc, on est vraiment extrêmement, extrêmement dépendant de la biodiversité sous plein d'aspects, bien sûr, mais évidemment aussi sur la question de l'alimentation. Autre limite dépassée, la question du changement d'usage des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros la dégradation des espaces naturels au profit des activités humaines, de l'agriculture, le développement des infrastructures, etc. Et c'est déjà 40% des forêts qui ont été coupées et on continue, même si la vitesse de la déforestation a ralenti depuis les années 90, eh bien on continue à couper aujourd'hui l'équivalent de la surface des Pays-Bas chaque année. Pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que ces espaces naturels, en particulier les forêts, ce sont nos meilleurs alliés finalement pour restaurer les autres limites planétaires. Parce que ce sont des puits de carbone, des réservoirs de biodiversité et aussi parce que ça maintient des sols fertiles et ça alimente le cycle de l'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 2/3 des pluies sur les continents en fait qui viennent de la végétation. Pourquoi? Ça vient de l'évapotranspiration, donc les plantes transpirent comme nous et projettent du coup de l'humidité dans l'air et c'est ce qui permet le cycle de l'eau. Donc quand on coupe des arbres, on contribue à la sécheresse et donc au dérèglement du cycle de l'eau. Dérèglement du cycle de l'eau, autre limite dépassée. Il se trouve que la consommation d'eau, alors évidemment, il y a la question du changement climatique qui influe sur le cycle de l'eau, hein. On voit toutes les limites planétaires, en fait, elles sont reliées entre elles et elles influent les unes sur les autres. Donc, on a le dérèglement du cycle de l'eau est dû en partie au réchauffement climatique, mais aussi à notre consommation d'eau excessive qui croît 2 fois plus vite que la population mondiale. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas parce qu'on prend plus de douches, on boit plus d'eau, mais c'est tout simplement parce que toutes les activités économiques consomment d'une manière ou d'une autre de l'eau. Et donc, tant qu'on augmente la production, tant qu'il y a la croissance, au final, on consomme de plus en plus d'eau. Et le résultat, c'est que l'OCDE nous alerte sur le fait que d'ici 2030, la demande mondiale en eau dépasserait l'offre de 40%. Donc, on est face à une crise de l'eau déjà aujourd'hui, mais qui vraiment va fortement s'aggraver. La pollution chimique, là aussi,
c'est une limite planétaire dépassée. On peut considérer que finalement, on a aujourd'hui déjà pollué l'ensemble de notre environnement, même dans les espaces où les êtres humains n'habitent pas. Un des événements, enfin, une des annonces, une des études qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait que l'eau de pluie n'est plus potable. Et ça, c'est dû au fameux PFAS, hein, ces polluants éternels. Euh, et alors, quand on parle pollution chimique, donc pollution chimique, c'est tous les composés chimiques qui sont fabriqués par l'homme, hein, qui n'existent pas dans la nature. Donc bien sûr, on pense aussi au plastique et aujourd'hui, on en retrouve dans l'air, dans les nuages, donc on respire tous les jours du plastique. L'eau aussi est polluée. En France, hein, c'est 80% des nappes phréatiques qui sont polluées avec des dérivés de pesticides. Et puis, donc nos sols, de la même façon, qui sont pollués par des PFAS, par des pesticides, etc. Donc, on peut considérer finalement que, et en plus, on continue d'augmenter cette pollution chimique, à la fois en termes de quantité, mais aussi de nombre de molécules. Et donc, finalement, on continue de s'empoisonner de plus en plus en polluant l'ensemble des milieux. Autre limite planétaire beaucoup moins connue, là ce que vous voyez à l'écran, c'est la mer Baltique polluée par des algues vertes. Et ces algues vertes, elles sont boostées, leur production est boostée par deux éléments chimiques, l'azote et le phosphore, qui sont essentiels à la vie sur Terre et en fait qu'on ajoute dans les sols en très grande quantité via les engrais agricoles. Et donc ça génère des pollutions massive. Donc, bien sûr, on connaît les algues vertes en Bretagne, mais ça pollue aussi l'eau. La première la première raison de fermeture des captages d'eau en France, eh bien, c'est la pollution à l'azote. Et donc, ça, vous le voyez hein, sur le schéma, c'est une limite planétaire qui est complètement déréglée, encore bien plus que le climat. Et pour finir le tour d'horizon, là, on a vu les 6 limites planétaires dépassées et celle qui devrait malheureusement être dépassée assez rapidement, c'est l'acidification des océans, tout simplement parce qu'elle est liée au changement climatique. En fait, ce CO2 que nous envoyons en excès dans l'atmosphère, il se dissout en partie dans l'eau et il change les conditions chimiques de l'eau, il augmente son acidité et ce qui empêche en fait les animaux et la flore et la faune à coquilles de fabriquer leurs coquilles. Donc ça a des réactions en chaîne, mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ça touche une partie du plancton. Évidemment, le plancton, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine, et donc par effet de cascade, eh bien, ça touche évidemment toute la vie marine. Et ça s'additionne à beaucoup d'autres menaces sur l'océan que vous connaissez, la pollution, les canicules marines dues au réchauffement climatique, la surpêche. Et donc, notre océan aujourd'hui est vraiment en très mauvaise santé. Peut-être faudrait-il ajouter une 10e limite planétaire. C'est en tout cas ce que disent certains chercheurs, qui pensent que les sols, ça devrait être une limite planétaire. Pourquoi? Parce que toute vie sur Terre, toute vie terrestre dépend des sols. Et il se trouve qu'ils sont en très mauvaise santé. C'est 3/4 des terres qui sont aujourd'hui dégradées. Évidemment, on pense à la sécheresse, on pense à la pollution chimique, on en a parlé tout à l'heure, qui tue la vie des sols, aux pollutions, voilà, à l'azote, au phosphore, etc. Mais il y a un autre phénomène qui détruit les sols, et bien c'est l'agriculture intensive. Pourquoi? Parce que via le labour profond, en fait, elle fait remonter des bactéries qui sont dopées à l'oxygène et qui mangent la couche d'humus, donc la couche fertile des sols, qui s'affaiblit et finit par être lavée par l'eau, par les vents, etc. Et donc, au total, nous avons déjà perdu l'équivalent d'une surface capable de nourrir l'Europe et qui donc n'est plus cultivable. Et donc, à mesure qu'on poursuit ce modèle d'agriculture intensive, eh bien finalement, on détruit nos sols agricoles. Et comme on voit bien qu'on n'a pas le loisir d'aller couper des forêts pour étendre ces surfaces, parce que ben, la limite du changement d'usage des sols, la limite planétaire, eh ben, est déjà dépassée, il faut absolument, absolument préserver la santé de nos sols. On a fait le tour des limites planétaires. Et malheureusement, ce n'est pas tout parce qu'il faut prendre en compte encore un autre facteur qui était
d'ailleurs mis en avant comme un facteur principal d'effondrement dans les modélisations du rapport Meadows, eh bien, c'est la question des matières premières non renouvelables. Donc, celles qu'on extrait du sol, comme les métaux, le sable, etc. Et en fait, il se trouve qu'on n'a jamais consommé autant de matières premières qu'aujourd'hui. On a peut-être cette illusion qu'on a, grâce au numérique, en fait, on vit dans un monde de plus en plus dématérialisé. Eh bien, c'est exactement l'inverse. En fait, notre consommation de ressources a été multipliée par 3 depuis 50 ans. Et donc, si dans les 30 prochaines années, on continue à extraire toujours autant, eh bien, on extraira autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, on est face à une grande accélération de notre consommation de ressources. Or, nous sommes sur une planète finie et donc on se doute bien qu'il y a une limite et un pic de production. Toutes les, comment dire, toutes les matières premières en quantité finie suivent forcément cette courbe d'extraction. D'abord, on peut en extraire toujours plus, ensuite on atteint un pic et ensuite on en consomme toujours moins. Et les problèmes commencent au moment où on atteint le pic parce qu'en fait, nous, notre consommation ne cesse d'augmenter. Donc, dès l'atteinte du pic, ça veut dire qu'on est, le modèle est en grande difficulté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais rien que sur les métaux qui sont indispensables, notamment pour beaucoup de secteurs, mais notamment pour le numérique et pour la décarbonation, eh bien, ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que certains métaux stratégiques comme le cuivre, le cobalt et le lithium viendront à manquer dès la décennie 2030. Donc en fait, on est face à vraiment aussi un mur des ressources. Face à tout ça, aujourd'hui, on continue beaucoup de nous dire que finalement, on va s'en sortir avec la croissance verte. Alors, déjà, quand on a fait ce tour d'horizon des limites planétaires et des ressources, on a de quoi profondément en douter. Et juste, je voulais vous montrer cette étude rapidement qui regarde, donc qui a été publiée en 2015 et qui regarde 12 indicateurs, 24 indicateurs, 12 indicateurs socio-économiques et 12 indicateurs écologiques. Et comme vous le voyez, ils ont tous à peu près, finalement, ces courbes ont toutes à peu près la même forme. Il y a une accélération exponentielle à partir des années 50. Donc, déjà, on voit bien la corrélation entre notre développement socio-économique et en face les dégradations écologiques. Mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une trajectoire, même d'inaction écologique, hein. On parle souvent d'inaction climatique, d'inaction écologique. En fait, on est sur une grande accélération. Je vous mets au défi de voir quelque part où se trouve le moment où on a basculé dans le développement durable, la croissance verte. Ça ne se voit pas, on continue à appuyer le pied sur l'accélérateur et donc évidemment, tant qu'on poursuit la croissance, l'augmentation de la production et de la consommation, on ne peut pas respecter les limites planétaires. Et juste pour s'en convaincre que c'est vraiment un problème de modèle de société, finalement, de surproduction et de surconsommation, que ce n'est pas un problème démographique, comme on entend souvent, d'explosion démographique dans certaines régions du monde, en Asie ou en Afrique. Non, le problème vient de notre mode de vie occidental. En regardant, par exemple, juste les émissions de gaz à effet de serre, on voit que 50% des émissions sont dues au fait des 10% les plus riches de la planète. Et donc, on voit bien que c'est vraiment une question de mode de vie à modifier et de modèle économique. Euh, pour aller très vite, on le voit bien, on est en dépassement. On met les équilibres naturels sous pression, on va manquer de ressources. Donc, évidemment, la première solution, le premier levier d'action, c'est la sobriété. C'est une évidence, mais ça reste finalement assez tabou aujourd'hui. Or, c'est le premier pilier. Et c'est ce que dit d'ailleurs le dernier rapport du GIEC, qui dit que la sobriété, c'est de 40 à 70% de la solution. Réduire la consommation, ça permet d'ici 2050, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70% sans réduction du bien-être humain. Okay, donc, en fait, c'est le premier pilier d'action et sans lequel rien d'autre n'est possible. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres leviers, bien sûr, la technologie dans certains domaines, etc. Mais en tout cas, tant qu'on ne met pas en œuvre la sobriété, il n'y a aucun espoir qu'on respecte les limites planétaires. Je vais aller très vite, mais évidemment, dans le cours, je détaille ces différents leviers d'action. La sobriété en numéro un, vous l'avez compris, mais évidemment, il faut aussi sortir des énergies fossiles pour la question du climat, restaurer les écosystèmes. On l'a vu, les espaces naturels et en particulier les forêts sont nos meilleurs alliés pour revenir dans les limites planétaires. Et puis, la réduction des inégalités, très important. C'est
mis en avant très fortement dans les rapports du GIEC. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais déjà parce que si l'effort n'est pas partagé, en fait, c'est très difficile de penser que tout le monde va se mettre en action. Je donne un exemple. Si on a des ultra riches qui continuent à se balader en jet privé, on imagine bien que chacun à notre échelle, si on a les moyens de se payer un billet d'avion, on va se dire, ben voilà, pourquoi faire des efforts alors que finalement, enfin, je vais pas être le seul à faire des efforts. Donc, il y a vraiment, ça, les études le montrent, tant qu'en fait, on ne sera pas sur une réduction des inégalités, et un effort partagé, ça ne pourra pas fonctionner. Et évidemment, les pays du Sud sont aussi en première ligne, même si eh ben, dans nos pays occidentaux, il ne faut pas se dire qu'on est du tout à l'abri. Je vous rappelle que l'Europe, c'est le continent qui se réchauffe le plus vite après les pôles. Donc on est vraiment aussi en première ligne, mais bien sûr, dans nos pays occidentaux, on a plus de moyens pour faire face et pour s'adapter. Euh, donc l'objectif final, c'est évidemment de réencastrer l'humanité à l'intérieur des limites planétaires, mais en tenant compte bien sûr de la justice sociale. Donc ça, c'est le fameux donut qu'a modélisé l'économiste Kate Raworth, que vous connaissez sûrement. Mais vraiment, le seul avenir durable pour l'humanité, finalement, il se situe entre le plafond environnementale, donc ça c'est les limites planétaires, et le plancher social, c'est-à-dire le respect des droits humains. Et c'est vraiment l'objectif. Enfin, la première étape, ça serait déjà à minima de se mettre d'accord en fait sur cet objectif. Et aujourd'hui, on continue à garder un objectif de croissance illimitée, ce qui est totalement irréaliste dans un monde fini. Pour terminer cette petite présentation rapide, je vous ai mis ici le plan du cours pour que vous ayez un petit peu une idée de quoi on parle dans ce grand cours Sator. Donc 20 épisodes de 30 minutes. On commence par avoir une approche historique pour comprendre comment on en est arrivé là. Donc ça, c'est les premiers épisodes avec un focus notamment sur le rapport Meadows pour mieux comprendre ce que dit ce rapport. Mais vraiment, on revient aux origines de la crise écologique. Qu'est-ce qui nous a amené là? Ensuite, on parle de l'empreinte écologique qui finalement a été le premier indicateur de dépassement. Et ensuite, on s'attaque aux limites planétaires. C'est quoi le concept des limites planétaires? Où on en est en termes de constat sur ces différentes limites? Comment elles sont aussi liées entre elles? Et ensuite, on a un chapitre, le chapitre 14, là, qui permet vraiment de faire le point sur les risques à venir pour l'humanité si on n'agit pas. Les risques en termes de santé, d'accès à l'alimentation, à l'eau, des conflits aussi géopolitiques, etc. Pour ensuite basculer sur l'aspect levier d'action. D'abord, on va débunker les fausses solutions. La démographie, vrai ou faux problème, vous l'avez vu, c'est faux problème. Évidemment, on rentre dans le détail pour montrer que c'est vraiment plutôt une question d'inégalité que de question démographique. Les fausses promesses du développement durable, qui aujourd'hui, évidemment, tant qu'on postule la croissance, on ne peut pas y arriver. Et ensuite, on rentre dans les leviers d'action à la fin sur plusieurs chapitres, avec un focus sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau des territoires et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise pour aller dans le sens du respect des limites planétaires. Voilà, j'ai peut-être dépassé un tout petit peu par rapport à ce qui était prévu au départ. Il n'y a Euh, aucun problème, Audrey. et puis, je suis évidemment, je serais ravie de répondre à toutes vos questions. Merci pour ce très riche contenu. Je vois qu'on a déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc déjà, merci. Vous êtes plusieurs à avoir partagé des liens très intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu donc passer le lien que Laure suggérait sur l'histoire du rapport Meadows avec le podcast de Tipping Point. Et Thierry nous a remonté également des liens issus de l'INRIA pour synthétiser ce rapport. Je vais commencer par une première question qui a été posée par Frédéric. Et ce qui vous laisse le temps à toutes et tous de poser vos questions ou alors de lever la main si vous souhaitez poser votre question directement à Audrey. Mais Frédéric nous demandait sur les pollutions chimiques, est-ce que l'on a déjà établi une hiérarchie des problèmes et des impacts, par exemple entre les pesticides, les plastiques, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner une vision un petit peu plus détaillée des ordres de grandeur de ces pollutions? Alors, ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques, donc il n'y a pas du tout de classification en termes d'ampleur des problèmes. En fait, ce sont des problèmes qui se cumulent et ça n'aurait pas vraiment de sens en fait d'en prioriser un ou un autre. Par contre,
là où il y a vraiment, enfin, le plus gros problème, c'est bien sûr les polluants éternels. Donc, les polluants éternels, ce sont ceux qui ne se dégradent pas dans la nature, contrairement à d'autres pollutions qui peuvent être filtrées avec le temps et dégradées par la, enfin, certaines molécules sont dégradables par la nature, même s'il faut du temps pour que ça se produise. Mais la particularité des polluants éternels comme les PFAS, eh bien, c'est d'avoir en fait une structure chimique extrêmement résiliente et donc ce sont des produits qui ne se dégradent pas et qui s'accumulent dans la nature. Ça veut dire qu'elles s'accumulent dans les sols, dans l'eau, etc. Et donc ça accumule, se bioaccumule dans les organismes. Et donc ça, cette pollution-là, on ne peut pas espérer la supprimer, c'est-à-dire qu'il faut absolument fermer le robinet d'urgence parce que la nature n'est pas capable de dégrader ces molécules. Donc s'il y a une priorité, c'est vraiment la réduction et l'arrêt complet en fait de la production de ces polluants éternels. Merci beaucoup. Tant qu'on est encore dans l'approfondissement de ta présentation, j'avais noté une deuxième question de la part de Laure. Tu nous as donc évoqué la possibilité d'une 10e limite planétaire qui était celle de l'usage des sols. Et Laure nous demande pourquoi elle ne rentre pas dans la limite de changement d'occupation des sols. Est-ce que ça a été déjà regroupé? Est-ce que tu peux du coup revenir sur la définition de cette limite planétaire? Oui, le changement d'usage des sols, en fait, c'est la destruction des espaces naturels au profit des activités humaines. Donc, c'est différent finalement de la santé des sols. C'est deux éléments qui sont vraiment distincts. Évidemment, quand on dégrade les espaces naturels, on va aussi dégrader les sols. Mais c'est vraiment deux points qui sont différents. Voilà, les différentes limites planétaires sont liées entre elles, mais la définition du changement d'usage des sols, c'est quand on coupe par exemple une forêt, qu'on détruit une zone humide pour les remplacer par de l'agriculture ou qu'on bétonne pour construire une route ou développer une ville, etc., etc. Donc voilà, c'est donc vraiment différent de la question de la santé des sols. Merci beaucoup. Euh, donc on va faire un petit saut et je vais prendre tout de suite la question de Nicolas qui est une question plutôt tournée vers l'avenir et l'action. Tu en parles dans ton Coursator. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de l'application de ce concept des limites planétaires à l'activité des entreprises pour mettre en évidence ces dépassements et piloter des améliorations? Oui, bien sûr. Alors, pour l'entreprise, vraiment, il faut se dire, déjà, il faut sortir donc, de la vision en silo, c'est-à-dire que souvent, on se concentre uniquement sur le climat, par exemple, et donc il faut avoir une vision systémique. Et ça commence par finalement un diagnostic complet de quel est l'impact de l'entreprise sur l'ensemble des limites planétaires et la consommation aussi des ressources non renouvelables, et aussi, à l'inverse, quelle est la vulnérabilité de l'entreprise. Par exemple, face à un manque d'eau, certains process industriels ne peuvent pas tourner. Et comment, justement, chaque unité de production industrielle, finalement, est vulnérable, évidemment, au risque climatique, mais aussi, par exemple, au manque d'eau ou aux ruptures, aux pénuries de certains métaux. Donc, d'abord, c'est vraiment avoir une vision claire et faire un diagnostic clair, ce qui aujourd'hui enfin, n'est pas pris en compte. Et d'un seul coup, ça va complètement changer le niveau d'urgence de l'action, parce que rien que pour la question finalement de la pénurie de ressources, c'est peut-être ce qui peut déclencher d'ailleurs en premier l'action des entreprises en fait qui vont se sentir menacées par ces questions de pénurie à venir. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de passer, alors on entend beaucoup parler d'entreprises régénératives. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il ne suffit pas finalement d'atteindre ce qu'on pourrait appeler le net zéro, c'est-à-dire un impact hypothétique, un zéro d'une activité sur l'ensemble des limites planétaires, parce qu'on le voit, on est en dépassement des limites planétaires. Donc en gros, il faut résorber la situation, il faut revenir à l'intérieur des limites planétaires. Donc ça veut dire qu'il faut, comment dire, que l'entreprise ait une action positive finalement sur au moins un certain nombre de limites planétaires. Donc c'est bien plus ambitieux évidemment que la réglementation actuelle qui ne permet même pas d'éviter la dégradation de la situation, hein. Je reprends l'étude qu'on a vue tout à l'heure avec où on voit les courbes avec les indicateurs qui progressent de façon exponentielle. Aujourd'hui, on n'arrive même pas, à part sur le climat où on va dans une meilleure direction, même si on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, finalement, à éviter la casse. Donc là,
L'objectif, bien sûr, c'est d'aller bien au-delà de la réglementation et de se fixer des objectifs qui sont à la hauteur des données scientifiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, pour arriver, je reprends le premier pilier d'action qui est celui de la sobriété. Voilà, ça doit être le pilier principal de tout plan d'action dans une entreprise. Donc, je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir d'autres, bien sûr, il doit y en avoir d'autres, mais la première chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est la question de la sobriété. Comment le GIEC définit la sobriété? C'est la réduction de la consommation d'eau, d'énergie, de matériaux, de terres agricoles. Voilà, globalement, c'est réduire notre consommation de ressources. Et pour ça, clairement, l'économie circulaire, c'est très bien, il faut la mettre en œuvre, mais ça ne va pas du tout suffire. Il faut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut changer notre modèle d'affaires. En fait, il faut passer d'un modèle économique de l'usage unique à un modèle de la fonctionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers le fait d'offrir des services, de louer les objets et d'arrêter Là, c'est une étude de l'ADEME qui montre que chaque Français a chez lui 99 appareils électriques. Ça n'a aucun sens. Déjà, c'est inutile et c'est un énorme gâchis de ressources, alors qu'on peut partager ou louer. Donc ça permet vraiment des économies de ressources qui sont énormes. Et en plus, les entreprises qui ont fait ce choix, en fait, on arrive à certains business models qui sont vraiment extrêmement rentables. Et donc, ce n'est pas du tout une impasse pour les entreprises, hein, la question de la sobriété. C'est vraiment, par contre, c'est une question d'innovation et de prise de risque. Mais on a vraiment des modèles d'affaires qui peuvent fonctionner très, très bien. Et quand je parle de prise de risque, ça aussi, c'est important de penser aussi le management qui va avec finalement ces transformations nécessaires dans l'entreprise. On ne peut pas y arriver avec une culture d'aversion au risque comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Et donc, il faut évidemment favoriser la prise de risque dans la culture d'entreprise, mais aussi dans la rémunération des salariés, c'est-à-dire qu'on doit rémunérer les salariés pour le fait d'expérimenter des nouveaux modèles, mais aussi pour le fait d'avoir pas seulement une augmentation du chiffre d'affaires, mais aussi une amélioration des impacts écologiques et sociaux, puisque comme on l'a dit, on doit pas seulement stabiliser la situation, mais on doit vraiment revenir à l'intérieur des limites planétaires. Merci Audrey pour ta réponse. Je vais passer la parole à Thierry dans un instant. Mais juste avant qu'on change de sujet, je prends une question qui complète celle à laquelle tu viens de répondre. Est-ce que tu pourrais nous faire un aperçu des collectivités publiques? Est-ce que la réponse est différente de celle que tu viens de faire pour les entreprises? Et voilà, comment s'organiser d'un point de vue service public? En fait, c'est quand même assez proche hein, de la démarche, c'est-à-dire que pour les territoires, ce qui est très important, c'est de commencer par le diagnostic, parce que de la même façon, tant qu'on n'a pas conscience des risques, et en plus, ils sont vraiment spécifiques à chaque territoire, on se doute bien qu'on n'a pas déjà les mêmes impacts, mais aussi les mêmes risques si on est dans les Alpes ou sur le pourtour méditerranéen. Donc, il y a vraiment cette question du diagnostic à réaliser, donc sur la base des limites planétaires et de la question des ressources, et ensuite se dire, aller être dans une démarche comment dire, d'autonomisation, c'est-à-dire pour avoir un impact minimum, il faut qu'au maximum, je m'appuie sur les ressources de mon territoire. Et donc, c'est la prise en compte vraiment des ressources à notre disposition et de faire en fonction de ces ressources le plus possible. Donc ça, aujourd'hui, il y a des collectivités, il y a des villes hein, d'ailleurs, qui se réclament euh, plus souvent du donut hein, que des limites planétaires en elles-mêmes, parce qu'évidemment, il faut tenir compte du plancher social, c'est absolument essentiel. Et donc, il y a un certain nombre de villes, comme Amsterdam, par exemple, hein, en tout cas, ont entamé, je dirais, le diagnostic. Par contre, en termes d'ambition de l'action, on n'y est pas du tout, mais qui, en tout cas, ont lancé une démarche dans ce sens qui doit être absolument accélérée. Et pour les territoires, aujourd'hui, les initiatives qui se rapprochent le plus finalement dans le fond de ce que nous disent les lignes planétaires, ce sont les biorégions. Donc même si elles ne se réclament pas
spécifiquement des limites planétaires, l'objectif des biorégions, c'est vraiment de délimiter déjà un territoire cohérent en termes de géographie, de ressources, et de se dire comment je vais adapter mon activité aux ressources qui sont sur le territoire et comment je vais assurer aussi la régénération finalement des équilibres naturels et de ces ressources. Donc c'est une dynamique qui est extrêmement intéressante, qui est probablement qui font partie de celles qui sont les plus avancées. Merci Audrey. Eh bien, Thierry avait deux questions pour toi. Thierry, si tu sais mettre ta caméra, avec plaisir pour t'entendre. Et en attendant que Thierry se connecte, je précise que Thierry est un de nos plus fidèles élèves sur notre forum. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Sator, vous découvrirez, si vous décidez de suivre le cours d'Audrey, qu'il y a donc des questions puissantes à la fin de la plupart de nos épisodes. Sator est encore un jeune projet, donc on en ajoute certaines pour les profs qui ne l'avaient pas déjà fait, mais le fait est qu'il y a un forum pour échanger avec les autres élèves et Thierry est un de nos plus fidèles participants. Merci de ta présence. Est-ce que tu arrives à mettre le micro et la caméra, Thierry? Je vais regarder si je peux t'aider. Je- Voilà, j'ai lancé ta caméra et je t'ai envoyé des notifications pour... Voilà, donc le son c'est bon, normalement on t'entend. Bon, sinon peut-être en attendant que Thierry réussisse à se connecter, enfin s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon moi j'ai une question en attendant, puisqu'on était sur donc plutôt une partie avenir, prospective, ce que peuvent les entreprises, ce que peut le service public. Donc là en France on est dans une période politique particulièrement sensible. Quelle est, alors sans te faire commentatrice de l'actualité politique, mais grosso modo on a quand même l'impression qu'on est dans un débat politique français assez déconnecté de ces enjeux. Quel est toi ton regard sur la séquence politique dans laquelle on est et quel serait un programme d'éducation massive à cette question des limites planétaires pour réorienter le débat actuel et nos enjeux de court terme? Alors, bien évidemment, ouais, vous vous doutez de la réponse, hein, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Alors déjà, pour faire le lien avec la situation actuelle, hein, qui est où le mouvement social est alimenté, est beaucoup alimenté par la question des inégalités. C'est aussi nourri par ce mythe de la croissance, c'est-à-dire qu'on se dit que la croissance va forcément nous apporter de la prospérité humaine et une amélioration du bien-être et une réduction des inégalités. Et donc, on reste accroché à ce vieux modèle, et en fait, sans voir que c'est plus du tout le cas dans les pays occidentaux. Déjà, bon, voilà, effectivement, l'augmentation du PIB, ça a apporté, notamment au XXe siècle, vraiment pour les pays occidentaux, des progrès en termes, évidemment, de qualité de vie, d'espérance de vie, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la croissance du PIB ne s'accompagne plus d'une augmentation du bien-être dans les pays occidentaux, ni d'une réduction des inégalités. D'ailleurs, le PIB n'a pas du tout, ne dit rien finalement de où s'accumulent les richesses. Le PIB nous indique une augmentation des richesses, mais pas du tout où vont ces richesses. Et ce qu'on voit en France, hein, c'est que, et ce qu'on observe partout dans le monde, bah, c'est une augmentation de l'écart des inégalités. Les inégalités en France n'ont pas été, sont au plus haut depuis 30 ans. Donc, ce modèle qui nous mène à la destruction des constitutions de vie sur Terre bah, nous mène aussi à bah, une augmentation des inégalités. Donc, ce modèle est complètement dysfonctionnel, que ce soit au point de vue écologique, économique et social. Et pourtant, on continue de s'accrocher désespérément à ce modèle, malgré le fait que, comment dire, ce constat, alors bien sûr sur le climat qui est connu depuis au moins 30 ans dans ses moindres détails, mais même sur les limites planétaires qui évidemment sont moins mises en... Enfin, je veux dire, on s'appuie un peu moins dessus, mais l'État français, le ministère de l'Environnement a produit un rapport sur, d'ailleurs deux rapports sur les limites planétaires.
et le dernier, c'était en 2023, pour évaluer de quelle manière la France était en dépassement ou dépassement de ses limites. Voilà, ça reste un joli rapport qu'on a mis dans un tiroir, mais aucune politique publique n'est évaluée en fonction de ces limites planétaires. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le cas pour le climat, hein. Le Haut Conseil pour le climat dénonce le fait que aucune politique publique, aucune loi n'est évaluée à l'aune de son impact sur la trajectoire, sur la feuille de route climatique de la France. Donc, tant qu'on n'aura pas posé ce socle, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques doivent nous emmener dans le donut, en fait. C'est-à-dire qu'elles doivent respecter à la fois le plafond écologique et le plancher social. Eh bien, ça nous amènera à la crise écologique, à la crise sociale. Donc, il y a vraiment, vraiment urgence à complètement changer de direction. C'est-à-dire, voilà, là, non seulement on va dans le mur, mais en plus, on accélère, on appuie sur l'accélérateur, puisque l'objectif affiché est toujours celui, finalement, d'augmenter la croissance, d'augmenter le PIB. Donc, il faut absolument, absolument qu'on change drastiquement de direction. Alors, une question de Cécile qui va rejoindre enfin, ce sujet, et j'élargirai juste la question de Cécile, parce que Cécile revient sur les dirigeants d'entreprise. Je pense qu'on peut en parler aussi pour les politiques. Donc, je pose la question. Avec votre point de vue de journaliste, quel est selon vous l'angle d'attaque, tant sur le fond que sur la forme, qui a le plus d'impact pour mobiliser les dirigeants d'entreprise et ce à quoi, du coup, j'ajouterais également aussi les dirigeants de notre pays. Et je fais juste une petite parenthèse avant de te laisser la parole, Audrey, pour dire que à ce propos, on a aussi un nouveau cours, Sator, qui vient de sortir sur les récits médiatiques qui s'adresse vraiment à l'information médiatique, qui est fait par Anne-Sophie Novelle, qu'on pourra écouter aussi dans un de ses formats prochainement. Voilà, mais du coup, Audrey, quant à toi, quel est ton point de vue sur cette question de l'angle d'attaque de communication? Hmm. Alors, je pense que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que vraiment un élément déclenchant en interne, ça peut vraiment être la réalisation d'un diagnostic. Parce que c'est là que les dirigeants d'entreprise peuvent se rendre compte à quel point leur entreprise est vulnérable et donc leur chiffre d'affaires. Et c'est certainement le point qui a le plus de chances de faire bouger les choses. Ensuite, évidemment, il faut que ça s'accompagne de formation, mais c'est vrai que pour déclencher des gros budgets formation qui permettent de former pas seulement le top management, parce qu'évidemment, le top management doit être formé, mais aussi l'ensemble des personnes dans l'entreprise. Voilà, ça demande déjà une première prise de conscience. Et cette question du diagnostic, ça peut vraiment déclencher cette prise de conscience. Après que ça soit aussi pour quand tu parles de nos élus, et ça s'applique finalement aussi aux entreprises, il y a la question finalement du rapport de force, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, la situation actuelle, elle est aussi, ce statu quo, il est maintenu par ceux qui ont aujourd'hui intérêt, qui tirent les plus grands bénéfices de la croissance. Et donc, tant on n'arrivera pas à faire primer l'intérêt général face aux intérêts particuliers, on va avoir du mal à rediriger le navire. Donc, clairement, il y a une question de rapport de force. On voit que là, il s'exerce aujourd'hui dans la rue, mais il peut s'exercer de beaucoup, beaucoup de façons différentes. Et dans les entreprises, ça peut prendre énormément de formes. C'est-à-dire que à l'intérieur des entreprises, aujourd'hui, il y a des collectifs qui se montent pour porter ces sujets en interne et donc pour exercer une pression en interne. Évidemment, il y a des associations ou des collectifs qui exercent aussi des pressions en externe qui sont plutôt des pressions réputationnelles, hein, comme on le voit beaucoup sur le groupe Total, évidemment. Mais en interne, on peut faire aussi voilà, beaucoup de choses en s'organisant et évidemment, à l'échelle individuelle, à l'échelle de son propre poste, ça, c'est compliqué, mais dès qu'on est plusieurs et dès qu'on s'organise, on arrive vraiment à avoir beaucoup plus d'impact. Il y a évidemment aussi la question du recrutement.
qui fait partie d'ailleurs du diagnostic des risques de recrutement pour l'entreprise si elle ne met pas en œuvre finalement des réelles politiques écologiques et sociales, et encore plus évidemment si on est dans le greenwashing. Donc ça aussi, le fait de ne pas pouvoir recruter des profils, enfin, des profils recherchés, c'est quelque chose qui peut mettre la pression sur l'entreprise. Alors justement, ça fait beaucoup réagir dans le chat. Je réponds à un commentaire de Pierre qui suggère pour les salariés d'une solution extrême qui serait celle de la grande démission. Et du coup, ça me fait sourire car ça répond très exactement à un épisode du cours d'Arthur Keller sur la résilience. Et donc, si vous n'avez pas vu ce cours, je vous propose de le suivre parce qu'il est très intéressant justement sur les différentes pistes pour organiser la bifurcation. Et justement, Arthur Keller insiste aussi sur l'importance de la conscience citoyenne pour également faire de la résistance en interne au sein de ces grands groupes qui sont encore dans une logique d'extraction des ressources. Bref, voilà, vous avez aussi de la matière dans d'autres cours Sator. Juste, je voudrais compléter avec le Bien fait qu'en sûr. entreprise, mais là, il faut déjà effectivement être à un niveau de prise de conscience suffisant pour que ça puisse se produire. Mais il y a des expérimentations de faire rentrer la nature au conseil Mm. d'administration des entreprises, et ça peut être aussi des scientifiques d'ailleurs qui portent cette voie ou qui portent en tout cas les faits scientifiques. Et ça, évidemment, si on y arrive, ça a toutes les chances, en tout cas si on donne suffisamment aussi de poids à ces nouvelles voies dans les conseils d'administration. Et d'ailleurs, dans les conseils d'administration, de faire rentrer des profils nouveaux, c'est-à-dire des parties prenantes, que ça soit les fournisseurs, les clients, voilà, vraiment l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, et faire entrer la nature. En fait, on va avoir des voix qui vont porter les enjeux écologiques et sociaux et qui vont pouvoir faire contrepoids avec finalement aujourd'hui une vision ou un modèle qui nous mène vraiment dans le mur. Donc ça peut être intéressant. Donc selon les entreprises où on est, ça peut être plus facile, entre guillemets, de faire rentrer des parties prenantes que, bien sûr, aller aussi loin que faire rentrer finalement un représentant de la nature ou des faits scientifiques à l'intérieur du conseil d'administration. Mais clairement, et de donner aussi finalement la primauté à c'est-à-dire si on fait rentrer la CA, la nature au conseil d'administration, il faut lui donner la primauté, pas seulement une voix consultative, parce que sinon, ça ne va pas changer grand-chose finalement aux décisions qui seront prises. Mais ça fait partie des expérimentations intéressantes à reproduire dans d'autres structures. Merci beaucoup. Est-ce que Thierry a réussi à activer son micro? Parce que Thierry tenait à poser deux questions et ça serait très chouette qu'on puisse l'entendre. Thierry, si tu m'entends, je suis désolée, mais les conditions techniques ne nous permettent pas de te donner la parole, mais tu peux écrire tes questions dans le chat. Excusez-moi. À tes souhaits. Merci. Euh, alors, attendez, je retourne dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Audrey, est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée? Beaucoup, mais non, mais il y a plein de sujets qu'on pourrait approfondir, hein, qui aujourd'hui Allez, les sont. questions Enfin, de Thierry sont arrivées. Donc déjà, ah, je propose qu'on prenne les questions de Thierry et après je ferai un petit point agenda parce que Audrey nous fera le plaisir d'être avec nous le mois prochain, également en présentiel. Donc on aura tout le loisir de poursuivre, d'approfondir les questions à ce moment-là. Donc, Thierry vous avez deux questions, une avocat de la planète et une inverse. Donc la première, pourquoi seulement 9 limites et ne pas rajouter des limites anthropologiques et humaines? Exemple, prolifération des armes, notamment nucléaires. Pour la planète, nous sommes des sales gosses, pardonnez-lui l'expression, qui dépasseront les bornes, les lois de la nature que nous punirons, pardon. Mais si cette fois-ci il est dans le rôle de l'avocat du diable, à savoir le système économique actuel,
Il n'y a pas de raison qu'il y ait des limites. Que répondez-vous à ceux qui veulent exploiter les nodules métalliques au fond des océans ou les ressources minérales et métalliques sur les astéroïdes ou encore terraformer la planète Mars, etc. Excellente question au pluriel. Alors déjà, pourquoi 9 limites? Parce que l'idée, c'était vraiment, comment dire, évidemment, il y a d'autres équilibres naturels qui sont extrêmement importants, mais l'idée, c'était vraiment de résumer quelles étaient les plus essentielles et celles sans laquelle toute survie sur la planète Terre, pour l'humanité, mais aussi pour le reste du vivant, hein, qu'adapté à ces conditions biophysiques, deviendrait impossible. Donc, et pourquoi, enfin, pourquoi 9? Évidemment, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 10, etc. Mais l'idée, c'était d'avoir aussi un nombre limité pour que finalement ce modèle soit digeste. En fait, ce qu'ont voulu faire les chercheurs du Stockholm Resilience Center, c'est nous offrir une sorte de tableau de bord planétaire. Donc, imaginez que vous êtes dans une voiture, et bien là, en fait, chaque limite planétaire, c'est un voyant sur le tableau de bord, et ça nous permet finalement un pilotage. Ce modèle, il a été fait pour que ça puisse être la base de prise de décision politique. Donc c'est ça qui est important et c'est pour ça que l'idée c'était d'avoir un modèle simplifié. Il y avait déjà eu une première tentative quand on donc c'était dans les années 90, ça a été créé l'indicateur de l'empreinte écologique. Là aussi, c'était pour transcrire hein, finalement ce qu'on voyait en termes de scientifiques à l'échelle politique en ayant un seul indicateur qui finalement s'inspire du PIB, un indicateur unique qui puisse mesurer. Là, on était pour l'empreinte écologique sur la consommation des ressources et de pouvoir mesurer cette consommation de ressources. Et c'est ce qu'on a tous les ans, hein, ce fameux jour du dépassement, c'est quand on a consommé plus de ressources que la Terre n'en produit chaque année. Et à l'échelle planétaire, enfin, l'humanité consomme environ l'équivalent d'1,7 planète. Donc, on voit qu'on est en dépassement des ressources. Donc, en fait, le modèle des limites planétaires, il est entre guillemets simple et actionnable pour justement pouvoir mener à des décisions politiques. Autre question sur la question des limites, se dire, ben oui, c'est vrai, pourquoi ne pas aller exploiter les nodules au fond des océans, les ressources métalliques sur les astéroïdes, etc., comme on peut l'entendre des GAFAM ou des milliardaires américains. Euh, En fait, la réponse à cette question, elle est dans la connexion entre les différentes limites entre elles. Et c'est exactement ce que montre le rapport Meadows. C'est-à-dire que là, si je veux aller au fond des océans, exploiter les nodules métalliques, ça me demande une quantité d'énergie considérable. Et donc, cette énergie, où je vais aller la puiser? Si ce sont des énergies fossiles, ça va continuer à dérégler le climat. Si on passe à des énergies renouvelables, ça veut dire qu'il me faut des métaux, en fait, pour produire cette énergie. Et il me faut aussi de l'espace, hein, que ce soit pour des fermes solaires ou des éoliennes, ça consomme de l'espace. C'était juste pour donner un ordre de grandeur, si je dis pas de bêtises, pour alimenter l'ensemble des avions de l'aéroport de Roissy, si en voilà, si en électricité, enfin si on voulait les faire voler avec de l'énergie renouvelable, il faudrait l'équivalent d'un département français recouvert de panneaux solaires ou d'éoliennes. Donc c'est voilà, on est face et donc là on est déjà en dépassement de la limite d'usage des sols. Il y a la question de la disponibilité des métaux pour fabriquer cette énergie. Bref, vous avez compris le problème, c'est-à-dire qu'on est toujours, en fait, quand on dépasser une limite, enfin, je veux dire, dépasser une limite entraîne le dépassement d'autres limites. Ce que montrait le rapport Meadows, c'est que par exemple, parce qu'en en fait, on entend parfois que ce rapport serait extrêmement pessimiste, qu'il est parti sur des hypothèses extrêmement pessimistes, et c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que pourquoi il y a 12 scénarios? Ben parce qu'à chaque fois, ils ont essayé d'enlever une limite en se disant, ah tiens, on est en train de manquer par exemple, de ressources métalliques. Bon, et ben en fait, on va avoir une progression technologique qui va nous permettre d'aller exploiter plus de métaux en consommant moins d'énergie, etc., etc. Donc en fait, avec des hypothèses hyper optimistes, on lève, je dirais, les freins à la croissance, donc notamment pour les questions de ressources. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? La population humaine peut croître beaucoup plus rapidement.
et on arrive à un épuisement des sols. Parce qu'en fait, on n'a plus assez de surface agricole et pour nourrir l'humanité, et les sols sont dégradés par l'agriculture intensive, et donc d'un seul coup, la production alimentaire s'effondre et la population s'effondre. Donc ça, enfin voilà, ça illustre le fait que quand on dépasse une limite, ça entraîne le dépassement d'autres limites, et finalement, on se heurte toujours à d'autres limites. Donc la réponse, c'est que toutes ces limites sont liées, et on revient donc à la vision systémique qu'il faut prendre en compte l'ensemble des limites auxquelles nous faisons face. Merci Audrey. Et je précise également que sur ce thème, un des grands coursateurs en préparation, mais bon, qui en est au tout début, donc c'est pas pour tout de suite, mais on aura le plaisir de recevoir Guillaume Sotomayor, qui est vraiment spécialiste aussi de ces discours extractivistes, etc., puisque ça sera un grand coursateur sur les violences systémiques et comment prendre en compte tous ces logiques de lobby et de cupidité, puisque le mot a été prononcé dans des projets plus progressistes comme les nôtres.